Eh bien alors bonsoir à toutes et à tous. Donc ce qui vous a fait venir ici ce soir, c'est le titre, je l'espère, de l'événement, intitulé Justice climatique, comment en parler? Les contributions de Georges Lakoff et son cerveau politique. Alors pour ceux et celles parmi vous qui se sont confrontés à la recherche en sciences sociales, je vais utiliser un vocabulaire pour cadrer l'exposé qui est censé largement connu. Quelle est la question de départ? La question de départ est celle-ci. Comment peut-on expliquer que les pauvres aux États-Unis votent républicain alors que ce n'est pas leur intérêt? Question suivante, étape suivante, le cadre théorique. Alors c'est le moment de vous parler de Georges Lakoff, un gaillard qui est très peu connu du côté francophone. C'est une sommité dans son domaine. Il est le chef de file d'un courant de recherche qu'on appelle l'approche cognitivo-linguiste, je vais en parler. Et depuis le milieu des années 90, il a mis son travail au service d'une préoccupation: aider les démocrates à décoder l'efficacité de la communication républicaine et leur donner un certain nombre de conseils pour le contrer et se situer dans la bataille culturelle à armes égales. Et il a participé de cette manière-là à la victoire d'Obama en 2018, donc ça situe un petit peu le personnage. Pour ma part, je l'ai rencontré dans le cadre de ma thèse. Je faisais une thèse dont la question était: lorsque je veux enseigner l'approche écosystémique, l'approche complexe, un peu comme Edgar Morin peut en être le défenseur, on va dire ça comme ça pose une série de problèmes dans la mesure où il ne s'agit pas seulement de transmettre des concepts comme complexité, système, émergence, etc., mais c'est davantage une manière de réfléchir, une manière de regarder les choses qui ne sépare pas les choses les unes des autres, mais au contraire mettre les accents sur les liens qui les unissent et comment elles interagissent et se co-influencent. Et Lakoff venait de publier un de ses deux bouquins quasi publiés en français, qui s'appelle Les métaphores dans la vie quotidienne, écrit avec un philosophe qui s'appelle Mark Johnson. Et donc j'ai étudié ça en l'appliquant à ma préoccupation. Dès qu'on utilise des gros mots comme approche cognitivo-linguiste, ça peut faire peur, et donc je voudrais réatterrir concrètement les choses. Il y a au moins une distinction assez radicale à faire entre une approche que l'on pourrait appeler l'approche cognitiviste, qui consiste à essayer de comprendre le cerveau en le modélisant comme un ordinateur qui manipulerait des symboles avec des procédures. Et il y a un autre courant auquel Lakoff appartient, et qui est plutôt la cognition humaine, et qui consiste à dire: nous ne pouvons pas comprendre notre cerveau sans prendre totalement la mesure du fait qu'il est forcément incarné. Notre cerveau, il est connecté à notre corps, et inversement, et ça a toutes sortes d'implications dont Lakoff a essayé de tirer la mesure, notamment en prenant appui sur le langage comme porte d'entrée du fonctionnement du cerveau. Et notamment la question du lien avec les émotions, d'une part, et d'autre part, l'accès à l'espace que notre corps nous donne, dont il nous donne l'expérience. Nous avons un corps qui est orienté avant, arrière, gauche, droite, intérieur, extérieur, etc. Et dans notre culture, par exemple, nous représentons le futur comme étant devant nous et le passé derrière nous. Autour de cet argument-là, lorsque nous marchons, nous regardons vers là où nous marchons, et ça, c'est le futur. Voilà, je pourrais me perdre en anecdotes, mais je veux rester accroché à mon fil. Là où Lakoff a vraiment été novateur et a créé tout un courant de recherche, c'est lorsqu'il soutient que notre cerveau acquiert, avant même le langage, une série de structures schématiques et imagées qui correspondent à une organisation de nos réseaux neuronaux avant même que nous n'apprenions le langage. Et le langage viendra se greffer
se déposer sur tous ces réseaux neuronaux préétablis. Je prends quelques exemples pour illustrer le propos. Un peu comme le psychologue Jean Piaget, quand, comme bébé, je vois un adulte verser du lait dans mon biberon et que plus il y a de lait qui monte dans le biberon, plus il y a de lait, plus le lait est haut, plus il y a de quantité de lait dans le biberon, c'est quelque chose qui va se construire petit à petit à force de répétition. Vous avez une zone du cerveau qui est préoccupée par la question de la quantité, une autre par la question de la verticalité, et la répétition de ce geste va faire en sorte que les deux dimensions vont se rejoindre et former un réseau de compréhension que Lecoq appelle donc une métaphore. Et la métaphore, si on veut la formuler avec des mots, ça revient à dire plus est en haut, moins est en bas. Et par exemple, c'est à partir de cette métaphore-là que l'on a apprise avant même le langage que l'on peut parler du haut et du bas de l'échelle sociale, que l'on peut parler de l'inflation comme quelque chose qui grimpe. Autre exemple, toujours un bébé qui apprend à manger tout seul, il laisse tomber par terre sa cuillère, l'adulte la lui rend et le jeu comme ça continue. Il y a beaucoup d'apprentissage par le jeu. Ce que fait l'enfant, dit Piaget, c'est construire sa confiance, sa conscience dans sa capacité à agir sur les objets. Il a un projet, faire tomber la cuillère, et il est capable de le faire. Et il en retire du plaisir, il en retire de la satisfaction. Je suis capable de faire ça. Et donc, ça construit une métaphore qui est du pouvoir, c'est du plaisir. Encore un autre exemple, dans un contexte un peu comme ceci, un séminaire de linguistique, il raconte qu'il pleut et qu'il a une fille qui arrive en retard. Elle a les cheveux trempés, et elle pleure et elle explique après quelques minutes, écoutez, je suis incapable de participer au séminaire. Mon copain m'a dit un truc dont je n'arrive pas bien à comprendre toutes les implications. Il m'a dit, notre relation est dans un cul-de-sac. Et donc, bon, moi, le pédagogue, Lecoq, il dit, parlons de ça alors. Et donc il invite les étudiants du séminaire à réfléchir à des expressions de la vie courante et qui servent à décrire une relation amoureuse. Alors ils énumèrent une série de phrases comme nos routes se sont croisées, comme faisons un bout de chemin ensemble, notre relation est occupée à sombrer. Voilà. Alors toutes ces expressions, si elles sont pertinentes pour parler d'une relation amoureuse, on ne peut pas ne pas identifier qu'elles reposent sur une métaphore, une structure de raisonnement que nous n'apprenons pas en tant que telle, mais qui pourtant existe, sans quoi toutes ces phrases que je viens de dire n'auraient pas de sens. Et formulées en des termes langagiers, cette métaphore, c'est une relation amoureuse, c'est un voyage fait en commun. Il y a bien d'autres métaphores possibles de la relation amoureuse. Par exemple, une relation amoureuse est une folie. C'est certainement une métaphore également. Bref, j'en reviens à ça. Lecoq s'inscrit dans un courant de recherche qui est l'approche cognition humaine. Notre cerveau est incarné. Implication concrète, nous acquérons des structures de raisonnement qui correspondent à nos réseaux neuronaux avant même le langage. Ces structures nous font privilégier ce dont notre corps peut avoir une expérience sensible, palpable, concrète. Et nous comprenons l'abstrait à partir du concret sur ce modèle-là. On en arrive petit à petit au collectif qui est, lorsqu'il s'agit de comprendre une abstraction comme la politique, le bien du pays, quelle est l'expérience concrète que je peux avoir comme être humain social, de faire partie d'un collectif à l'intérieur duquel j'ai une place et un collectif pour lequel il y a des décisions concrètes qui doivent être prises, eh bien, anthropologiquement, c'est la famille. Alors, je précise tout de suite, Lecoq ne prétend pas qu'il s'agit de défendre la famille comme modèle d'organisation sociale. Ce qu'il dit, c'est, étant donné la manière dont notre cerveau fonctionne, pour comprendre un objet aussi abstrait que le bien de la collectivité nationale, je vais
m'appuyer sur mon expérience d'un groupe humain dont je peux faire l'expérience quasi corporelle, et ça, c'est la famille. Un peu à la mode de Max Weber, qui a conçu le concept d'idéal type comme moyen de compréhension des collectifs. Lecoff, il identifie le fait que dans la culture américaine, en tout cas, et peut-être plus largement encore, en tout cas en Occident, il y a deux modèles. Alors il les nomme, un peu à la manière de Weber, comme premier idéal type, la famille du père strict. Et dans ce modèle-là, c'est le père qui a raison, c'est lui qui incarne l'autorité, il a pour mission de protéger sa famille contre les dangers extérieurs. Les enfants, ils sont mus par la recherche de leur plaisir et pas par la recherche du bien. Donc c'est avec des punitions qu'il faut leur inculquer la différence entre le bien et le mal. Il faut leur apprendre à se défendre contre les méchants qui les entourent, etc. Deuxième modèle, c'est le modèle qu'il appelle le modèle familial nurturant, un peu comme le mot nursing, si vous voulez. En français, on pourrait traduire ça par altruiste, donc le modèle altruiste, familial. Là, les adultes qui ont en charge la question des enfants, ils regardent les enfants de manière empathique, de manière bienveillante. Ils ont un regard a priori positif sur le développement des enfants. Les enfants sont curieux, ils vont faire leurs expériences. Et le rôle des adultes, c'est de veiller à ce que ce développement puisse se faire, cette curiosité puisse se concrétiser, sans mettre en danger ni la vie des enfants eux-mêmes, ni les enfants des autres personnes avec lesquelles l'enfant est en relation. Voilà. Et vous voyez comment ces deux modèles sont relativement contrastés l'un par rapport à l'autre. Alors, ceci étant, il fallait m'étendre le plus possible sur le chapitre cadre théorique, je peux maintenant passer au chapitre suivant qui est l'hypothèse. Alors l'hypothèse, on la formule en ces termes-ci. Les valeurs que nous privilégions dans l'éducation des enfants dont nous avons la responsabilité orientent nos préférences et nos options politiques. On pourrait ajouter en raison du caractère essentiellement métaphorique de la cognition humaine. Bon. La méthode de collecte des données qui peut être utilisée pour mettre cette hypothèse à l'épreuve, on pourrait la formuler comme ceci. On prend les sujets et on leur dit, voilà, vous êtes les heureux parents d'un petit bébé, il a quelques mois et cette nuit-ci, il pleure. Pourtant, vous avez vérifié, il a bien mangé, il n'a pas de crampes, il est bien couvert, il n'a ni trop chaud ni trop froid, simplement il pleure. Qu'est-ce que vous faites? Option 1, vous allez le prendre dans vos bras, vous le collez contre vous, vous lui parlez, vous vous calmez vous-même pour que votre calme transpire vers le bébé, vous marchez calmement, de manière rythmée, vous l'apaisez, et quand il a fini par se rendormir, vous allez le redéposer dans son lit. Deuxième option, il doit apprendre à se gérer lui-même, et donc il va pleurer jusqu'à ce qu'il se rendorme lui-même. Qu'est-ce qu'on fait quand on fait ça? On réactive le modèle familial, c'est-à-dire l'idéal que l'on poursuit lorsqu'on a en charge la responsabilité des enfants. Lorsqu'on a réactivé ces réseaux neuronaux, on pose aux personnes des questions comme en matière sociale, quelle est votre préférence? En matière économique, quelle est votre préférence? En matière de santé, quelle est votre préférence? En matière environnementale, quelle est votre préférence? Discussion des résultats. 80% des personnes, plutôt l'option familiale, le modèle familial choisi des personnes, prédit à 80% quelles vont être les options socio-économiques, environnementales et autres que les personnes choisissent. Les personnes qui choisissent le modèle autoritaire votent, suivent les propositions qui font partie du programme républicain. Les personnes qui ont des valeurs altruistes choisissent des options politiques qui sont des options démocrates.
Voilà, désolé pour ce petit contretemps, mais ce n'est pas peut-être très grave, ça nous permet de reparcourir le fil de ce que nous suivons depuis le début. Donc rappelons-nous la question de départ, à propos des enjeux de la communication sur la justice climatique. Comment expliquer que les pauvres aux États-Unis votent républicain alors que ce n'est pas leur intérêt? Et donc le parcours théorique que je vous ai invité à suivre en prenant appui sur les travaux de Lakoff aboutissent à la conclusion, mais parce que ces personnes ont été touchées dans l'identité et leurs valeurs, des valeurs dans lesquelles elles peuvent se reconnaître. Et donc les conséquences en termes de communication sont vraiment très, très importantes. Il faut parler de valeurs. Et donc, s'agissant de notre sujet climat, et de notre sujet injustice, c'est précisément ça la leçon principale qu'il s'agit d'en retirer. Alors je pourrais presque formuler les choses de manière un peu radicale, brute de décoffrage. Arrêtons de parler d'environnement, arrêtons de parler de climat, arrêtons de brandir l'ours blanc perdu sur son morceau d'iceberg. Parlons d'injustice. Parler d'injustice est une manière de réveiller la nécessité de corriger cette injustice. Comment est-ce qu'on peut arriver à ça? Eh bien, par exemple, lorsque l'on raconte ceci, tout au bas de l'échelle socio-économique, on trouve des personnes à la fois dont le mode de vie impacte le moins les dérèglements climatiques que nous connaissons, et en même temps, ce sont les personnes qui sont les plus exposées. La situation des inondations que nous avons connues en région verviétoise et liégeoise, notamment l'été dernier, eh bien, est là pour le montrer. Et donc, à l'inverse, les personnes dont le revenu socio-économique est le plus haut dans l'échelle sociale sont à la fois les personnes dont le mode de vie contribue le plus à cette perturbation climatique, et en même temps, elles disposent des moyens de s'en préserver. En conséquence, la responsabilité des pouvoirs publics est de corriger ça, de prendre appui sur les moyens dont disposent celles et ceux dont les épaules sont les plus larges pour protéger ceux qui sont les plus exposés. Et ce que vont faire les pouvoirs publics, c'est expliquer les mesures qui sont à prendre, non pas par le détail, le menu des faits, des chiffres, des impacts économico, sociaux, etc., que leurs mesures sont censées rencontrer, mais davantage par les valeurs de bienveillance, de protection, de rencontre légitime de la sécurité dont chacune et chacun d'entre nous avons besoin. Parlons de sécurité alimentaire, parlons de sécurité énergétique, parlons de sécurité en matière de santé, parlons de sécurité en matière de logement. Ce sont des besoins légitimes dont les pouvoirs publics doivent se préoccuper avec avec l'accord de la plus grande part de la population. Voilà, mobilisons à partir des valeurs. C'est ça l'argument principal que je voulais vous partager ce soir. Ici, maintenant, je vais m'arrêter. Je vous laisse méditer sur tout ça. Je puis éventuellement répondre à vos questions et apporter des compléments, mais ce qui serait surtout intéressant, c'est d'entendre quelques-unes de vos réactions. Voilà. Merci beaucoup et la parole est à vous.